7e conférence débat de l'Université populaire de l'Amérique du 2e, et qui a le titre général, le thème général, c'est « Demain, quels humains ». D'ailleurs, ça correspond à ce que le Collège de France a organisé comme rendez-vous entre les scientifiques et les citoyens. Cultivant le futur, c'était jeudi dernier. D'ailleurs, c'est là où j'ai vu pour la première fois Valérie Masson-Delmotte. Et je dois dire que je suis très très heureuse de recevoir ici, à la mairie, dans cette université populaire de Demain-quels-humains, donc une climatologue, deux personnalités, une climatologue, donc Valérie Masson-Delmotte, et un philosophe et économiste, Patrick Vivray. Et c'est une combinaison qui n'est pas toujours fréquente, donc sur le climat surtout, parce que notre thème sera le changement climatique, une cause humaine. Pourquoi une cause humaine? Parce que, bon, il s'avère quand même, après quelques débats climato-sceptiques et leurs freins mis à volonté, que c'est quand même l'activité humaine qui est responsable de ce changement climatique en très grande partie, disons. Et donc, aussi, il ne faut pas se contenter de dire « sauvons la planète », non. C'est nous avec, l'humanité avec, donc les humains responsables de cette destruction. Donc le livre de Valérie Masson-Delmotte s'appelle « Climat, le vrai et le faux ». Et en tout petit, mais quand même sur la couverture, on peut lire « Les scientifiques disent-ils la vérité ?» Et à la lire, bon, il faut croire que non. En tout cas, certains ne disent pas la vérité, parce que on peut se faire acheter par les lobbies des multinationales, comme les politiques d'ailleurs. Hein. Donc, dans son livre, non seulement un livre, il faut le dire, lisez-le, il est très pédagogique, très clair, et vous comprendrez les aboutissants du climat, de tout ce qu'il faut savoir pour comprendre ce changement. Mais aussi, c'est un livre engagé, parce qu'il parle, par exemple, de ExxonMobil, une multinationale qui a semé le doute, mais financé le doute. Pas seulement semé, financé le doute. Moi, j'ai appris ça. J'étais bouffée, mais bon, peut-être pour d'autres, c'est connu. En tout cas, pourquoi semer le doute? Ça a au moins deux conséquences. D'une part, pour faire ralentir les décisions qui sont nécessaires à prendre. Et donc, en attendant, les multinationales peuvent polluer à volonté, continuer à le faire. Et d'autre part, ça fait pression ça renforce le sentiment d'impuissance des citoyens, en fait, qui se disent à quoi bon faire des efforts individuels alors que les nantis continuent à polluer à grande échelle, surtout à grande échelle. Et donc ça, c'est une question que je vais poser aux deux intervenants tout à l'heure, qui vont dialoguer entre eux, mais j'ai quand même 3 questions. Et donc, c'est une question, comment faire pour que les citoyens prennent conscience qu'ils ont quand même un mot à dire et qu'ils ont aussi une certaine influence qui peut faire pression sur les politiques. Alors, j'ai pas dit les fonctions de Valérie Masson-Delmotte. Elle est directrice au CEA, c'est pas rien, et elle fait partie du GIEC. Le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat. Et pas plus tard qu'hier, Hubert Reeves a dit du GIEC que c'est le groupement d'experts à qui on peut faire le plus confiance. Et la confiance à court par les rues, par les temps, c'est enfin, à notre époque.
Et voilà, quelques mots sur Patrick Vivray, donc philosophe, économiste. Il a longtemps travaillé à la Cour des comptes et il est conseiller référendaire honoraire de cette Cour des comptes. Il a longtemps travaillé aussi sur les indices et c'était la première occasion à laquelle nous l'avions invité autour d'un ciné-débat du très beau film documentaire de Vincent Glenn, Indices. Et Patrick Vivray s'est fait fort de remettre en question les indices en général et le PIB, le produit intérieur brut en particulier, parce que pour lui, les vrais indicateurs de richesse, ce sont autres. Et de ce travail est sorti un livre « Reconsidérer la richesse ». Tout un programme. Et ici, il est aussi partisan de la sobriété heureuse, voilà, ça c'est moins lourd, et de la convivialité. La sobriété heureuse, c'est cher à Patrick, Pierre Rabhi, bien sûr, et le mouvement des colibris. Et il est initiateur de rencontres internationales au très beau titre les dialogues en humanité qui ont lieu tous les ans, rencontres internationales à Lyon, et cette année encore, début juillet, vont avoir lieu à Lyon. Voilà, ah oui, sur son livre quand même, La cause humaine, ça s'appelle La cause humaine, et le sous-titre du bon usage de la fin d'un monde. Un monde, ça veut dire celui dans lequel nous vivons, le capitalisme, qui va un peu à la dérive, et un monde aussi, parce qu'il y a la fin d'un monde aussi, parce qu'il y a crise systémique, pas seulement crise financière, crise écologique, mais sur tous les plans, moral aussi, il y a cette crise. Donc, d'où son livre, où il nous compare d'ailleurs, c'est ça qui m'avait frappé, à des grenouilles qui ne s'aperçoivent pas que la température de l'eau dans laquelle elles baignent augmente progressivement. Et donc, autrement dit, nous ne savons pas ce qui nous arrive. En fait, nous sommes inconscients. Et d'où cette question, donc, comment renforcer la prise de conscience des citoyens pour qu'ils prennent conscience qu'il faut agir et qu'il est temps d'agir, et comment eux, ils peuvent faire pression sur les gouvernements. Et l'autre question qui est beaucoup plus vaste, comment arriver à une gouvernance mondiale, parce que c'est ça qu'il faut pour le climat, c'est ce qu'il faut pour l'écologie. Mais bon, on n'en est pas là, si on commence déjà par les petits pas qu'on peut faire malgré tout. Bon, je vous passe la parole. On parle dans ces micros ? Oui, il faut l'allumer. Très bien. Donc, d'abord, merci de cette invitation et puis de cette possibilité de dialogue. Donc, ce ne sera pas une fausse table ronde, ce sera une vraie improvisation. Alors, même si on est en train de prendre des notes à toute vitesse, je pense, tous les deux. Et puis, pour ma part aussi, une improvisation dans des conditions un peu particulières, parce que j'ai travaillé très tard cette nuit. Justement, on termine la préparation du prochain rapport du GIEC sur le climat, qui sera rendu en septembre. Et comme je devais travailler en temps réel avec des collègues qui sont aux États-Unis et en Australie, on a un léger problème de décalage horaire, et donc parfois ça mord un peu sur le temps de récupération. Donc si j'ai quelques moments d'éclipse, ne m'en voulez pas, c'est juste un léger manque de sommeil. Alors, ce que je voulais juste faire, c'est d'abord préciser que moi je travaille essentiellement sur l'évolution passée du climat à l'échelle humaine, c'est-à-dire au cours du dernier million d'années, depuis la dernière période glaciaire pendant laquelle nous avons colonisé tous les continents, et puis pendant les derniers millénaires qui ont vu le développement des civilisations sédentaires. Et la première phrase que je voudrais citer, c'est un propos qu'on rapporte à Aristote. Donc le terme climat, il vient du grec. Climat, ça veut dire inclinaison des rayons du soleil, parce que les Grecs avaient bien observé que du jour à la nuit, de l'été à l'hiver, et puis de l'Égypte à l'Écosse, en gros, il y avait des gradients de température. Et ils l'ont relié à la quantité d'énergie qui arrive. Et donc on rapporte à Aristote ces propos, de même que dans une saison de l'année, il y a un hiver et une grande abondance de pluie, donc ça c'est la vision méditerranéenne. Sur une longue période de temps se produit un long hiver,
comparés à notre propre existence, ces phénomènes passent inaperçus. Et ça, c'est un point très important. Vous vivez en ville, vous vivez dans des logements chauffés, vous vivez beaucoup à l'abri. Finalement, vous êtes assez peu sensible à une évolution lente, graduelle du climat. Qu'est-ce qui va vous marquer? Une vague de chaleur? Des chutes de neige plus abondantes? Une tempête? C'est de ça qu'on va se souvenir. Comme être humain, on est très peu armé pour être sensible à l'évolution du climat à l'échelle globale et sur des périodes de temps de 25-50 ans. Qui l'observe? Les naturalistes qui voient les poissons qui bougent, les insectes qui bougent, les animaux qui se déplacent, la date d'apparition des fleurs, des vendanges qui se décalent. Ceux qui regardent les glaciers, alors les glaciers c'est vraiment visible, un glacier qui recule, mais entre son enfance et puis son âge adulte, on peut voir son environnement qui change. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu invisible. Et ce que je voudrais juste mentionner, c'est que ce changement du climat, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas une construction intellectuelle. C'est un réchauffement sur le dernier siècle d'environ 0,8 degrés, ça n'a l'air de rien. Mais c'est déjà quelque chose d'exceptionnel par rapport aux derniers 2000 ans. Donc on sort en fait de la gamme des variations précédentes du climat. C'est une augmentation très forte à l'échelle des continents des vagues de chaleur d'été, avec des effets significatifs par exemple sur la production de céréales, le blé ou le maïs. Les gains de productivité sont un peu effacés par ces vagues de chaleur plus intenses et plus fréquentes. On a également donc une expérience grandeur nature qui modifie la météorologie. Une atmosphère un peu plus chaude, elle est un peu plus humide, elle peut transporter un peu plus de vapeur d'eau, et dans certaines régions, on détecte une augmentation des événements de très fortes pluies. On a également donc finalement notre rapport à l'aléa qui change. Vous savez, ces événements de canicule, ces événements de fortes pluies, on les appelle des catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, leur intensité peut être renforcée parce que nous modifions la composition de l'atmosphère en injectant des gaz à effet de serre. Donc il y a l'aléa naturel, et puis à ça se superpose l'impact cumulé et sur plusieurs générations depuis la période industrielle des activités humaines mondiales sur la composition de l'atmosphère. Et donc il y a une responsabilité historique, essentiellement dans les pays développés. Et puis évidemment il y a des bouleversements récents, puisque le premier émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui c'est la Chine, le troisième c'est l'Inde, et donc des pays émergents dont le développement se fait en suivant notre modèle, avec une consommation d'énergie essentiellement fossile. Et à l'exploitation du pétrole, s'est ajoutée la consommation du gaz. Ça s'est superposé à la consommation de charbon, qui est maintenant, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le premier terme qui joue. On n'a pas forcément en France l'impression que notre énergie vient du charbon, mais tout ce que nous importons, fabriqué en Asie du Sud-Est, il est produit essentiellement avec du charbon. Et donc ce que je veux mentionner par là, c'est qu'il y a toutes ces interconnexions finalement, entre notre modèle de développement, entre nos échanges internationaux, qui contribuent chaque année à rejeter davantage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors vous avez peut-être suivi l'actualité. On a atteint un record le dernier mois, un peu symbolique. La teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint 400 parties par million. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis plusieurs millions d'années. La dernière fois qu'on avait un niveau aussi élevé, en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on avait un climat qui était celui du Pliocène, qui était environ 3 degrés plus chaud, et un niveau des mers qui était environ 10 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Juste pour donner un ordre de grandeur, si vous voulez, du déséquilibre entre le climat actuel et puis cette perturbation de l'atmosphère. Donc pour terminer, vraiment ce qu'on fait, c'est une expérience grandeur nature. Elle n'est pas maîtrisée, elle n'est pas volontaire. C'est une expérience à laquelle le climat commence à réagir. Et puis, quelque part, je vais finir là-dessus, ce qu'on transmet, c'est un héritage. Qu'est-ce que c'est l'héritage qu'on transmet à nos enfants? C'est un climat qui va inéluctablement continuer à réagir à cette perturbation. Ce sont des ressources fossiles dont nous avons utilisé finalement celles qui sont les plus faciles d'accès, les meilleurs marchés, les plus faciles à exploiter sans trop de dégâts collatéraux. Et je pense que c'est un héritage qui est lourd à porter. Et donc, cet aspect du changement climatique, c'est un des aspects liés à l'environnement, c'est pas le seul, loin de là. Mais c'est un aspect qui est partagé, parce que si vous agissez sur la composition de l'atmosphère, d'où que viennent
les émissions de gaz à effet de serre, elles sont bien mélangées et elles jouent sur le climat global. Et donc pour finir, c'est un enjeu qui demande à repenser ce qu'est la notion de progrès dans un monde fini. Parce que finalement, on utilise l'atmosphère comme une grosse poubelle. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que cette poubelle, elle a un effet, quelque part, à travers son réchauffement et les conséquences sur les températures, les événements météorologiques, le cycle de l'eau, et finalement l'environnement dont nous dépendons. Voilà, donc c'était juste quelques mots pour préciser un petit peu la manière dont je vois finalement ce rapport à l'environnement que nous modifions fortement depuis la période industrielle. Alors je prends la suite en dialogue avec Valérie, et par rapport à la question de Dominique, qui est aussi comment on fait dans ce type de situation pour pas être non plus saisi par des sentiments de peur et d'impuissance. Et ça me fait toujours penser à cette phrase fameuse du philosophe Antonio Gramsci, qui disait « Il faut savoir allier le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté ». Donc il faut pouvoir être à la fois complètement dans la lucidité, y compris la lucidité sur l'ampleur des risques, mais si on veut passer à l'action, on a besoin de cette énergie qui nous donne une capacité de confiance dans l'avenir et dans le devenir des êtres humains. Sinon, notre propre lucidité, en quelque sorte, nous écrase. Alors, par exemple, du côté de la lucidité, Valérie, elle en a donné plusieurs exemples. Moi, je suis particulièrement sensible, étant d'origine savoyarde, mon grand-père étant guide à Chamonix. Par exemple, la mer de glace, le glacier des Bossons, c'est absolument spectaculaire. Enfin, chaque année, on voit de façon extrêmement significative les conséquences du réchauffement climatique actuellement. Et puis, par exemple, du côté de la lucidité, des éléments dont on parle peu et qui sont à l'interface de la question climatique et de la question sociale, vous avez par exemple cet immense mur construit en Inde de 3200 km pour prévenir les immigrations probables qui viendront des Bengalis avec l'élévation du niveau des mers. Bon. On parle à juste titre d'autres murs, mais celui-là est extrêmement révélateur. Donc, comprendre la part de responsabilité de l'espèce humaine dans cette mutation climatique, ça, je pense que c'est absolument fondamental et heureusement que nous avons des scientifiques comme Valérie qui alimentent de l'information de qualité sur ce problème et qui alimentent aussi de la contre-expertise par rapport au lobbying financier et scientifique qui est organisé pour régulièrement, Dominique y faisait référence, non seulement semer le doute, mais acheter les éléments du doute, dans tous les domaines. L'industrie du tabac est célèbre pour régulièrement, là où il y a une démonstration extrêmement convaincante sur les effets du tabac sur la santé, dire « Ah ben non, c'est pas si évident que ça et pour organiser des études bidons qui sèment le doute. Donc ça, c'est du côté de la lucidité. Mais en même temps, le problème avec l'humanité, là, c'est pas simplement l'humanité de demain, c'est l'humanité d'aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas simplement des êtres de besoin et de raison, nous sommes aussi des êtres de désir et d'angoisse.
Et là, les choses sont plus compliquées. Parce que si nous étions que des êtres de besoin et de raison, on identifierait par exemple un risque majeur qui pèse sur le devenir même de l'humanité, et on dirait immédiatement alerte rouge, comment on s'organise pour prévenir ce risque. Et normalement, la fonction du politique, ça devrait être ça. Et la fonction de l'économique, ça devrait être de dire toute économie qui est contre-productive par rapport à ces enjeux-là est déclarée insoutenable. Mais on se trouve dans une situation où le désir dans le rapport au pouvoir et le désir dans le rapport à la richesse modifie profondément cette logique, et on se retrouve avec aujourd'hui des logiques politiques et économiques qui globalement sont complètement contre-productives par rapport à ce qu'on devrait faire. Bon. Et alors ça, c'est la question du politique et de l'économie, mais il y a aussi un aspect psychologique qui est que quand des collectivités humaines se trouvent confrontées à un risque qui leur fait peur et par rapport auquel elles ont un sentiment d'impuissance, eh bien, l'un des modes de réaction classiques sur le plan psychologique, c'est le déni. On ne veut pas le savoir. Bon. Et c'est là qu'il y a un lien direct entre la question du pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Parce que si on n'agit pas sur le sentiment de peur et d'impuissance, eh bien, ce qu'on a, c'est on ne veut pas le savoir. C'est peut-être vrai, ce que vous nous racontez, mais c'est tellement terrible et on se sent tellement impuissant qu'on ne veut pas le savoir. Et c'est pour ça que du côté des stratégies positives, moi, je suis très intéressé et partie prenante à toutes les initiatives qui se proposent, notamment dans des logiques de territoire en transition, de partir au contraire des éléments de futur souhaitable, partir d'un déblocage positif de l'imaginaire et de s'appuyer sur des éléments de motivation qui allient et la lucidité, mais aussi le désir et le plaisir, dans la capacité à faire que, par exemple, réduire les gaz à effet de serre, c'est possible, construire des éléments d'économie qui ne soient pas dans une économie de la démesure, c'est possible, construire des éléments d'une politique qui soit cohérente avec cette approche, c'est possible. Et pour donner un exemple que Valérie connaît bien, parce que elle aurait dû y venir et elle n'y peut pas, mais c'est tout à fait le genre de choses que je trouve tout à fait significative. Cette grande initiative qui s'appelle Alternativa, qui est organisée début octobre à Bayonne, par tout le mouvement basque qui porte aussi la question de la monnaie locale basque et qui dit, voilà, nous, on est complètement sensibilisés sur la question du climat. On va avoir le rapport du GIEC auquel est en train de collaborer actuellement Valérie, qui va tomber à la fin septembre. Ce rapport, on l'espère, va produire des effets d'interpellation très forts du côté justement de l'enjeu des risques, etc. Mais si nous voulons que ce message soit entendu, il nous faut développer la partie positive. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent à Bayonne, dans toute la ville de Bayonne, une gigantesque fête aux alternatives, ce qui fait que dans tous les coins de la ville, je lis là, chaque rue ou place sera celle de l'alternative à telle thématique, par exemple la rue de la relocalisation, la place de l'agriculture paysanne et durable, celle de l'alternative aux tout-voitures, celle du recyclage et de la réparation. De rue en rue, on pourra ainsi voir quelles sont les réalisations et alternatives concrètes, AMAP, jardins partagés, agriculture paysanne et durable, éco-construction, habitat partagé, relocalisation de l'économie, circuit court, commerce équitable, éducation à l'environnement, économie d'énergie, énergie renouvelable, etc., etc. Bon, et évidemment avec point commun que toutes ces activités ont aussi pour
effet de montrer qu'il est possible de réduire, et dans des conditions importantes, le dégagement de gaz à effet de serre d'origine humaine. Et ça, je trouve que c'est un cocktail extrêmement intéressant, et ils le font pour Bayonne, mais leur projet, c'est de préparer un grand cycle qui va jusqu'à l'automne 2015, puisqu'il va y avoir une grande conférence à Paris sur le climat, et en s'inspirant aussi de ce qui s'est passé à Copenhague, où on a bien vu que la pression citoyenne ne suffit pas si la pression citoyenne, elle est simplement du côté de l'alerte. Il nous faut simultanément les deux éléments. Et ça, je crois que c'est très important parce que, justement, si on se pose la question, demain, les humains, de deux choses l'une, il est possible que demain, il n'y ait plus d'humains. Dominique disait tout à l'heure, on parle de sauver la planète, mais c'est un euphémisme. La planète, elle en a pour plusieurs milliards d'années avant d'être absorbée par le Soleil. Mais quand il s'agit de sauver, c'est de notre famille humaine. Donc il s'agit de parler, en tout cas, d'une planète qui est vivable pour des êtres humains. Donc on peut très bien se retrouver dans une situation où, après tout, l'humanité risque la sortie de route. On a une humanité qui, par rapport à d'autres espèces, est incroyablement jeune, même si on met le curseur à 200 000 ans, vraiment, c'est rien du tout par rapport à d'autres espèces, mais à certains égards, elle risque la mortalité infantile. On peut même dire que nous avons l'embarras du choix sur la façon d'en finir avec notre brève histoire dans l'aventure de l'univers. On peut détruire nos écosystèmes, on peut s'autodétruire par arme de destruction massive, le cocktail explosif de l'humiliation et de la violence peut générer une pétaudière mondiale permanente, on peut avoir, c'était la thèse de Samuel Huntington, un choc de civilisation qui déclenche des logiques. Bon, donc d'une certaine façon, on a l'embarras du choix sur la façon d'en finir avec notre propre histoire. Mais cette même humanité qui risque la mortalité infantile, elle peut aussi grandir en humanité. Tu faisais référence à ces dialogues en humanité, qui d'ailleurs maintenant ne sont pas simplement en France, mais aussi au Brésil, à Salvador de Bahia, en Inde, à Bangalore, en Afrique, à Berlin, etc. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces dialogues en humanité ? On essaye de travailler aussi sur des devenirs désirables pour l'humanité elle-même, et sur le fait que les mêmes éléments qui sont des éléments de risque majeur sont aussi des incitations pour l'humanité à construire positivement un nouveau cap de sa propre histoire. Ce qui s'est passé dans le long processus de l'hominisation peut se passer dans le processus de l'humanisation. Comment grandir en humanité. Et ça, pour le coup, c'est un enjeu absolument passionnant parce que les mêmes éléments qui sont du côté des risques deviennent des incitations du côté des opportunités. Ce qui fait que nous avons un destin commun à cause de ces défis, fait aussi que c'est ce qui permet à notre humanité de devenir un sujet historique de sa propre histoire. Pendant très longtemps, l'humanité a été un simple contenant. Les sujets historiques, c'était les États, les nations, les tribus, les cités, etc. Et d'une certaine façon, nous n'avons commencé à devenir des sujets historiques de notre propre histoire que sous la forme la pire. Par exemple, Auschwitz et Hiroshima ont démontré le fait que l'humanité pouvait s'autodétruire, soit biologiquement, soit spirituellement et moralement, mais le fait même que l'humanité devienne un sujet négatif de sa propre histoire a préparé les conditions pour qu'elle devienne un sujet positif de sa propre histoire. Quelques années après Auschwitz et Hiroshima, on a eu la Déclaration universelle des droits humains, première tentative d'une humanité qui commence à dire « je », de collectifs humains qui commencent à dire « nous » et qui disent à ce moment-là « nous avons un destin commun et nous avons la possibilité de réussir ce destin, mais à condition de changer notre triple rapport guerrier. Rapport guerrier à nous-mêmes, bien sûr,
mais rapport guerrier entre nous, toutes les logiques de guerre, de rivalité, de compétition, et rapport guerrier à la nature, parce que notre posture rivale à l'égard de la nature, dont le dérèglement climatique est un des éléments qui intervient, n'est, à mon sens, que le reflet du rapport guerrier avec nous-mêmes. C'est parce que nous sommes en guerre avec nous-mêmes et avec autrui que nous sommes aussi en guerre avec la nature. Donc voilà, du côté de l'optimisme, de la volonté, ces mêmes éléments de lucidité dont Valérie vient de nous parler peut être aussi une incitation à des stratégies de transition, de mutation, voire, comme dit Edgar Morin, de métamorphose, qui font qu'il y a un devenir possible pour notre famille humaine qui est à ce moment-là absolument passionnant. Simplement, ça n'est possible que si nous élevons notre intelligence du cœur, on dirait en termes contemporains notre intelligence émotionnelle, au niveau de notre intelligence mentale. Parce que cette humanité incroyablement jeune, elle a un cerveau mental qui, lui, est incroyablement surdéveloppé, mais elle a une intelligence émotionnelle qui n'a pas beaucoup progressé depuis le néolithique. Et on comprend bien que... même avant. Bon, alors raison de plus, si le problème est encore beaucoup plus loin que le néolithique. Et là, c'était déjà Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc, comment nous faisons progresser notre intelligence du cœur? Dans les dialogues en humanité, on fait ça aussi sous les arbres, et on démarre toujours les agoras préalablement par des ateliers d'intelligence sensible. Parce qu'on ne rentre pas du tout de la même façon dans un débat si on a eu une expérience du côté, justement, intelligence du corps, intelligence du cœur, et à ce moment-là, l'intelligence de l'esprit, au lieu d'être déconnectée, elle est en cohérence avec l'intelligence du corps et du cœur. Et ce qui était traditionnellement un enjeu uniquement personnel ou privé, ou porté par les traditions spirituelles, devient maintenant un enjeu clairement politique. Ce que le Forum social mondial de Porto Alegre avait appelé l'axe TPTS. TPTS, ça voulait dire transformation personnelle et transformation sociétale doivent aller de pair, nous dit que dans la façon de grandir en humanité, dans cette qualité supérieure d'humanisation qui nous fait sortir de notre rapport guerrier, y compris à la nature, la façon dont nous progressons nous-mêmes du côté de cette intelligence du cœur, de ce que Pascal appelait les raisons du cœur, est un enjeu tout à fait majeur. Et ça, pour le coup, c'est une aventure extraordinairement passionnante. Ouais. Alors juste pour rebondir sur un point, je pense qu'on a un cerveau profond qui est issu des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, ceux qui ont colonisé tous les continents pendant les dernières périodes glaciaires. Et on a en fait très profondément en nous une fonction de prédateur. Et finalement, utiliser des énergies fossiles, c'est ça, quelque part. C'est utiliser des ressources qui ne se renouvellent pas. C'est une forme de prédation, quelque part. Et finalement, le défi qui est devant nous, c'est aboutir la révolution du néolithique en transformant notre rapport à notre environnement plutôt dans l'esprit du jardinier qui, lui, en fait, travaille dans un monde fermé et essaye au maximum de recycler. Et ces logiques-là, elles s'affrontent très fortement aujourd'hui à tous les niveaux économiques, politiques, dans les relations avec les autres, dans la manière de vivre ensemble. Et pour vous donner un exemple sur la question du climat, en gros, si très rapidement on arrive à maîtriser les rejets de gaz à effet de serre, on va vers un réchauffement, d'ici à 2100, d'environ 2 degrés par rapport au climat pré-industriel. Et ça, c'est si très rapidement, on maîtrise l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aujourd'hui, on rajoute tous les ans 2 à 3% d'émissions de gaz à effet de serre en plus, il faudrait que ça baisse de 3% par an. C'est quelque chose de très important comme effort, et plus on attend, plus l'objectif s'éloigne. Et c'est pas un objectif qui vient des scientifiques du climat, cette maîtrise. C'est un objectif affiché par les chefs de gouvernement à Copenhague. Pourquoi est-ce qu'ils ont affiché ça ? En regardant les conséquences d'un climat qui se réchauffe de l'ordre de 2 degrés, des effets limités en termes de niveau des mers, de production agricole, de biodiversité. Et puis, si on ne change rien, en gros, si on brûle les énergies disponibles, le charbon en quantité colossale, le pétrole,
en quantité accessible qui augmente, plus le prix de vente est cher. Le gaz, les énergies non conventionnelles, on a des gisements importants pour ne rien changer. Et dans ce cas-là, en fait, on estime qu'on irait vers un réchauffement d'environ 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Alors ça n'a l'air de rien, 4 degrés, ça peut même sembler souhaitable quand on a un printemps un peu frais. Mais juste 4 degrés en 100 ans, c'est autant qu'un changement entre un climat glaciaire et un climat chaud, sauf que ces transitions passées, elles se produisaient en 10 000 ans environ. Donc c'est vraiment un changement qui est très important et surtout très rapide. Et très rapide par rapport à quoi ? Par rapport aux capacités d'adaptation des écosystèmes, d'une part. Une forêt, ça met du temps à réagir, mais aussi de nos structures. Prenons un exemple, construction à Paris. Magnifique toiture en zinc. Alors ça, c'est la catastrophe en cas de vague de chaleur, et certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Combien de temps on va mettre à adapter nos façons de protéger le patrimoine architectural pour que les gens qui habitent sous les combles, et qui sont en général pas les plus aisés, ne subissent pas au plus l'effet de vagues de chaleur qui sont toujours simulées comme étant, à l'avenir, plus intenses et plus fréquentes. On parle beaucoup de l'adaptation au changement climatique, mais quand on regarde localement, pour une situation donnée, cette adaptation, souvent, elle impose finalement beaucoup de renoncements. Si on fait le choix de laisser filer l'expérience en misant sur notre capacité d'adaptation. Alors, mes collègues, moi je suis aussi élu local dans un petit village de l'Essonne, et puis mes collègues me posaient beaucoup de questions sur les risques de niveau des mers. Alors c'est vrai, il y a un risque important en termes de niveau des mers. On va aujourd'hui, il a déjà monté de 18 cm, le niveau moyen des mers, il pourrait monter, dans le meilleur des cas, de l'ordre de 25 cm pour ce siècle, et puis si on fait l'expérience forte, plutôt de l'ordre de 1 mètre. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on va sacrifier des zones qui ne pourront plus être habitées. Comment le faire de manière juste ? C'est difficile. Et mes collègues de l'Essonne ne me parlaient que de ce niveau des mers. Et nous, on n'est pas directement concernés. Par contre, nos maisons, nos routes, nos gymnases, nos écoles, nos mairies, tout ça, c'est construit sur des sols argileux. Et il se trouve que les sols argileux, quand on a des étés un peu plus secs, ils se rétractent. Et puis l'automne suivant, ils gonflent. Et on a de plus en plus de dégâts sur nos bâtiments. Et on a de plus en plus de tensions entre des particuliers, des collectivités, des entreprises, et puis leurs assureurs, qui sont extrêmement réticents à réparer à l'identique parce que ça coûte cher, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est l'avenir ? Qu'est-ce que c'est l'adaptation ? C'est de nouvelles normes pour les nouveaux bâtiments, mais on renouvelle lentement. Et puis pour le bâtiment existant, un jour, ce sera plus assuré, je pense. Probablement. C'est difficile d'imposer un système de solidarité, un risque toujours croissant. Ça ne peut pas tenir dans le temps. Donc ce que j'essaie d'exprimer par là, c'est que évidemment, il apparaît pour beaucoup de gens peu souhaitable d'aller vers le changement le plus brutal. Et donc se pose la question de maîtriser l'expérience. Et alors là, le cerveau reptilien de prédateur, il est toujours là. Et donc certains voient une opportunité de business. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est pour compenser l'impact des gaz à effet de serre qu'on continuerait à utiliser, puisque ça nous assure un niveau de vie qui s'améliore avec une énergie bon marché. Dans ce cas-là, on pourrait émettre des particules dans la haute atmosphère. Donc il y aura un business pour le faire. Et puis ces particules, elles auront un effet un peu parasol et elles pourraient un peu compenser, pour l'évolution des températures, notre impact en termes d'effet de serre. Ça s'appelle la géo-ingénierie. Ça peut vous sembler farfelu. C'est quelque chose qui est étudié assez sérieusement par des fondations privées américaines et quelques groupes industriels. Donc vous voyez ce que je veux dire ? L'expérience grandeur nature non maîtrisée, et puis finalement peut-être pour essayer de s'en prémunir, rajouter une deuxième forme d'expérience où on jouerait sur la quantité d'énergie solaire qui arrive, dont on sait que ça peut jouer sur des phénomènes comme les moussons. Ça n'empêcherait pas le fait qu'on acidifie les océans. Ça ne compenserait pas nos impacts en termes de changement de cycle de l'eau, par exemple. Et ce sont des choses qui sont discutées à très haut niveau dans des pays comme les États-Unis. Et je pense que c'est l'instinct du prédateur qui est là quelque part, qui se dit, finalement, nouvelle opportunité de business. On va vendre une stratégie, finalement, qui pallie en partie aux conséquences de nos actions précédentes, mais qui crée de nouvelles opportunités. Voilà, donc je pense que ce sont des enjeux importants et en filigrane, évidemment, on a cette dualité entre ce qui fait peur,
ce qui est présenté comme néfaste, alors, certains l'appellent l'écologie punitive, je crois même. Hein. Donc en gros, tout ce qui touche à des taxes, des quotas, des restrictions, les punitions. Et c'est vrai que mettre en place une politique publique pour agir en termes de climat, bah, ça passe par ce genre de choses. Et je pense qu'il y a de vraies questions sur peut-être une forme de courage politique aussi. Parce que si on veut vraiment maîtriser l'évolution du climat, ça impose une transformation profonde. Alors une transformation sur les règles du jeu, sur la prise en compte du long terme par rapport au court terme. Il y a des choses qui peuvent être bien à court terme, économiquement, socialement, et puis très néfastes sur le long terme, et vice-versa. Et puis, donc, des règles du jeu au niveau collectif, et puis enfin des règles du jeu au niveau individuel. Et alors je reviens sur ce point-là, hein, c'est-à-dire se mettre quelque part en phase entre un constat et puis une forme d'action qui donne un sens à la vie aussi. Et sur ce point-là, je vais reprendre les propos de Pierre Radane, qui était un ancien directeur de l'ADEME. Et j'adore la manière dont il s'exprime devant des jeunes. Et il dit simplement qu'est-ce que c'est que réussir sa vie au XXIe siècle ? Qu'est-ce que c'est l'image qu'on donne à la jeunesse ? Qu'est-ce que c'est que la publicité véhicule ? C'est ce que c'est d'avoir une grande maison, une grosse voiture, une piscine chauffée, un parasol chauffant. Vous voyez ce qu'on associe souvent à une forme d'image de réussite sociale. Et je pense que c'est le point sur lequel il est plus difficile d'agir. Le plus difficile. Donner une image de qu'est-ce qui permet d'être en paix avec soi-même quand on fait le bilan, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Qu'est-ce qu'on s'est fixé comme objectif individuel et qu'est-ce qui nous rend heureux en termes d'aboutissement, au-delà de la seule possession quelque part. Et voilà, et je pense qu'il y a cette dualité entre les règles collectives et puis l'image qu'on a individuellement de la trajectoire vers laquelle on voudrait aller. Et j'ai 2 adolescentes chez moi et je mesure à quel point justement il est difficile de les aider à se projeter vers un avenir qu'elles ne choisissent pas. Parce que les adolescents, ils ne sont pas en situation d'acteur. Hein. Ils héritent de notre système, de ce qu'on leur transmet en héritage, hein, cette teneur en gaz à effet de serre, ce climat qui y réagit, et notre modèle économique, etc. Et je pense que c'est extrêmement important de miser sur justement, pas simplement une éducation à l'environnement ou au développement durable, mais une vraie réflexion sur finalement comment se projeter vers l'avenir de manière à être en paix avec soi-même. Et j'enseigne en école d'ingénieur, et puis parfois je vois passer des étudiants en amphi, puis bon, ça les ennuie un peu, hein, les cours qu'on fait sur le climat. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est surtout quand c'est à 8h le matin. Et puis il y en a qui prennent le boulot le mieux payé quand ils sortent de cette école pour plein de raisons. Parce que c'est ce qu'ils attendaient de leurs études, ils ont travaillé dur. Et puis il y en a qui me recontactent parfois, au bout de quelques années. Ils ont travaillé chez des producteurs, par exemple, de centrales thermiques pendant longtemps, et puis ils s'interrogent vraiment sur ce qu'ils ont apporté à la société. On a eu un trader, par exemple, qui est venu faire une thèse sur les carottes de glace, parce qu'il avait le sentiment de vendre son âme, je crois, littéralement. Et je pense que c'est ces petites graines-là qui aident aussi, c'est-à-dire, vous le disiez, comment partager peut-être ce fardeau, cette lucidité qu'on peut avoir sur les enjeux, c'est de voir que ce sont des petites graines qui font leur chemin et qui parfois donnent lieu à des infléchissements de choix de vie. Et on voit à la fin des gens qui sont en paix avec eux-mêmes, je dirais. C'est pas mal, hein, un trader qui finalement se convertit. C'est pas mal comme exemple. Vous le donnez d'ailleurs dans votre livre. Bon, le chemin de Damas des traders. Bon, Patrick Vivien, vous voulez encore ou sinon, moi, il y a des tas de choses dans ce que dit Valérie où j'ai envie de rentrer en résonance, mais on peut aussi rentrer dans l'échange et puis continuer notre débat ensuite. Faites-le, levez la main et donne la parole. Moi, je viens de dire une chose. Je vous porte le micro. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous permettez
d'accepter, d'accueillir en tout cas. Moi, dans ce que vous dites, il y a une chose qui est redondant à vous, à certains scientifiques, à certains philosophes, c'est qu'en l'absence de valeurs profondes et humaines, tenant compte de la globalité et de notre impact, nous ne pouvons pas survivre. Je travaille dans les systèmes d'information, je passe mon temps à modéliser des principes de fonctionnement pour les transformer en systèmes d'information, et je m'aperçois que très clairement, la vision à court terme, c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur d'une certaine façon, je veux bien d'une certaine façon. On parle des adolescents, je ne suis pas encore parent, mais je sais que je suis passé par là. Et je sais qu'en l'absence de valeurs profondes, réfléchies, rationnées, sans forcément les dénuer de valeurs émotionnelles, hein, loin de là, mais en l'absence de profondes valeurs mûries, on peut difficilement rester sur un chemin éclairé. Alors évidemment, on peut d'une certaine façon prier pour rencontrer des situations et des individus qui vont nous permettre de prendre conscience d'un certain profil de valeurs, mais ce n'est pas quelque chose qui est communément offert à la plupart. Et je vous remercie effectivement d'être là et de faire ce genre de travail, parce que je me sens un petit peu moins seul d'une certaine façon dans ma façon de vivre, parce que grâce à des gens comme vous qui sont à des niveaux et dans des sphères beaucoup plus importantes et peut-être plus influents, permettant plus d'influence, de faire évoluer les choses. Moi, ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que je suis des conférences qui parlent de climatologie. On parle, voilà ce que vous aviez dit tout à l'heure sur la Chine et l'Inde. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'on en parle. L'empreinte carbone de chacun, oui, bien sûr, mais je reviens sur les valeurs. À partir de quel moment l'homme acceptera l'idée qu'il n'est pas tout seul, déshumaniser, ôter les émotions de chacun, apprendre à canaliser la problématique du langage. Est-ce qu'on n'est pas suffisamment profond dans notre langage pour mettre de côté nos émotions pour l'ensemble de la population et même pour une fleur mélangée? Voilà, moi ce que je voulais dire, c'était l'idée de départ. En l'absence de valeur, on ne peut pas avancer, très clairement. Tu veux répondre? Deux choses sur ce point. Un point sur lequel je suis complètement en accord avec vous, c'est l'enjeu des valeurs. Et il faut entendre le mot valeur dans son sens fort et premier. Hein. Valor, en latin, c'est de la force de vie. Quand on parle de valeur ajoutée, c'est normalement, on devrait parler d'une force de vie supplémentaire. Et du même coup, il y a destruction de valeur à chaque fois qu'il y a destruction de force de vie. Quand vous avez des organisations qui génèrent un taux de souffrance au travail tel que ça entraîne des suicides, c'est de la destruction de valeur, du côté de la valeur humaine. Quand on pollue une nappe phréatique ou quand on rend un écosystème insoutenable, c'est de la destruction de valeur. Quand j'avais fait mon rapport Reconsidérer la richesse, j'avais proposé qu'on considère qu'il peut y avoir des risques de dépôt de bilan écologique et de dépôt de bilan social quand la destruction de forces de vie humaines ou naturelles est en cause. Donc ça, je pense que c'est tout à fait fondamental, mais derrière ça, ça veut dire qu'on revisite complètement le logiciel de l'économie. Hein, par exemple, l'économie s'est fondée sur l'idée tout ce qui est abondant et gratuit ne nous intéresse pas. Parce que justement, la définition économique de la valeur, c'est ce qui est rare et cher. Donc, si j'ai de l'air non pollué et abondant, de l'eau potable et abondante, etc., j'appelle ça un bien libre, ça n'a pas de valeur économique. Donc, on a une économie qui s'est complètement coupée du vivant. Hein. René Passet a fait des travaux formidables sur l'économique et le vivant. Donc, réencastrer l'économie dans l'écologie, Jean-Paul a beaucoup fait de travaux dans cette direction, réencastrer l'économie dans le cycle du vivant est absolument fondamental, et ça passe par le fait de dire les valeurs, c'est de la force de vie, et par conséquent, tout ce qui est destruction de force de vie doit être considéré comme contre-productif pour le logiciel économique lui-même. Ça veut dire au passage revisiter, par exemple, la notion de bénéfice. Hein. Normalement, bénéfice, ça ne veut pas dire du tout profit financier. Bénéfice, ça veut dire
activités bénéfiques, les bienfaits. Hein, c'est parce qu'on a une comptabilité qui, dans l'histoire, nous vient de ce qu'on appelait le rapport entre l'économie du salut et la comptabilité du salut. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais c'est pour ça qu'on a ces mots curieux tels que bénéfice dans les comptabilités. D'une certaine façon, nous avons besoin de revisiter la question aujourd'hui des bénéfices en nous posant la question où sont les activités bénéfiques, donc source de valeur comme force de vie, et où sont les activités nuisibles, source de perte, et là en entendant le mot perte dans sa puissance extrême, et qui sont caractérisées par de la destruction de force de vie. Donc ça, c'est très important dans la façon dont on revisite radicalement la conception économique elle-même. Donc ça, c'est en résonance par rapport à l'essentiel de votre intervention. J'ai eu une petite nuance, mais c'est peut-être du malentendu plutôt que du débat, quand vous parlez d'ôter les émotions. Je ne pense pas qu'il faut ôter nos émotions. De toute façon, on les aura. Hein. On a notre cerveau reptilien, on a toujours notre cerveau limbique, etc. Ah d'accord, c'est ce que j'avais pas... Apprendre à canaliser nos émotions pour pouvoir dépasser ce stade-là. D'accord. Plutôt que le mot canaliser qui a un côté un peu punitif, moi je dirais, parce que l'émotion, elle est à double face. Hein. Il y a des faces régressives de l'émotion, par exemple ce que William Reich, dans son livre Psychopathologie du fascisme, appelait la peste émotionnelle, et Dieu sait si on a des raisons de voir des manifestations de cette peste émotionnelle aujourd'hui, mais l'émotion, c'est aussi ce qui nous meut, hein, c'est-à-dire ce qui fait que parce que nous sommes êtres de désir, nous avons cette capacité extraordinaire de rentrer en mouvement. Et là, il y a la part positive de l'émotion qu'il faut au contraire libérer. Et tout ce que j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui est associé par exemple à de la joie de vivre. Hein. C'est Spinoza qui disait, à la fin, il y a deux émotions fondamentales chez l'être humain, il y a la peur et la joie. Et dès que vous avez un phénomène de domination, de captation, dès que vous grattez un peu, vous trouvez de la peur. Et la vraie alternative à la peur, à ce qu'il appelait les passions tristes, c'est du côté de la joie de vivre. C'est du côté, tu évoquais Valérie la question y compris du bonheur, de la sobriété heureuse, de ce qu'on appelle le buen vivir, hein, et le Forum social mondial de Belém avait mis en perspective la nécessité d'une stratégie de transition vers des sociétés du bien-vivre. Eh bien, dans le bien-vivre, à ce moment-là, le bonheur n'est pas un capital que l'on conquiert et qu'on a peur de perdre. Le bonheur, c'est un art de vivre à la bonne heure. C'est une qualité de présence et d'intensité. Et là, on est du côté de la joie de vivre. Et comme souvent, ça c'est au cœur des problèmes de l'alternative en termes de sobriété heureuse, au cœur de la facette écologique, de la facette sociale, de la facette financière, de ce qu'on appelle crise par facilité, vous avez un couple qui est formé par de la démesure et du mal de vivre. La démesure, c'est ce qui conduit à ce que tu dis sur le plan climatique, mais c'est la même chose dans l'ordre des atteintes majeures à la biodiversité. C'est le fait, en quelques générations, de venir épuiser des ressources fossiles qui ont été accumulées pendant des millions d'années. La démesure sur le plan social, c'est quand vous avez la fortune personnelle de 200 et quelques personnes qui correspond au revenu de 2,5 milliards d'êtres humains. La démesure sur le plan de la sphère financière, c'est quand vous avez plus de 95% des flux financiers quotidiens qui sont dans l'économie spéculative et pas dans l'économie réelle. Donc ça, c'est le phénomène de la démesure. Mais il faut bien voir que la démesure, elle est associée au mal de vivre. Ce qui est vrai pour un individu. Si quelqu'un est toxicomane, boulimique, alcoolique, on se dit, là, c'est un indicateur de mal-être. On peut faire la même démonstration sur les sociétés. Et là où se voit le plus clairement, c'est dans la sphère financière. Il n'y a même pas besoin de lire la presse alternative pour s'en convaincre. Vous lisez le Wall Street Journal, je cite intégralement un éditorial du Wall Street Journal qui dit « Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique ». C'est à peu près la définition de la psychose maniaco-dépressive. Bon. Et donc, quand vous avez un couple qui est formé par la démesure
et le mal-être, ben, on voit bien que du côté des couples positifs, c'est l'acceptation des limites, ça c'est le côté sobriété, simplicité, tout ce qui est modération, mais il faut travailler tout autant sur l'élément positif de l'alternative au mal-être, à la maltraitance et au mal de vivre. Parce que si on ne travaille pas sur ce côté positif, alors c'est là qu'on va basculer uniquement du côté punitif et on ne trouvera pas l'énergie suffisante pour dégager des valeurs comme création de force de vie. Ouais, juste pour rebondir sur votre remarque, ouais, je suis pas paléoclimatologue, hein, je peux pas l'enlever. Et je pense que, vous savez, les enfants, à partir de 8 ans, on leur apprend l'histoire des civilisations. Pourquoi on leur apprend ça? Ça donne des repères. Hein. Mais je pense qu'on a besoin d'apprendre aussi l'histoire de l'environnement. Vous savez, en particulier cette histoire passée du climat. Je pense que ça fait partie aussi des valeurs, quelque part, hein, qui sont nécessaires pour situer les changements actuels, les changements futurs, faire partie de ces valeurs, c'est-à-dire l'histoire de notre rapport à l'environnement aussi, le fait qu'on est capable de surmonter des limites naturelles par les progrès technologiques, mais qu'on est aussi dépendant, interdépendant de ces conditions environnementales. Et puis par rapport à cette question des émotions, il me semble que celle qui est la plus nécessaire, c'est une forme d'empathie. S'ouvrir aux autres, c'est s'exposer à beaucoup de risques. Et je pense que c'est une forme d'émotion, quelque part, hein, qui est fortement nécessaire. Et j'ai vraiment de la chance dans mon métier de chercheur, parce que les travaux que je fais, je les fais dans un cadre international depuis le début. Et quand vous partagez une tente au Groenland, pas chauffée, avec des gens qui succèdent de 14 pays différents, de différents pays d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Europe, ben c'est vraiment un moment assez exceptionnel, dans des conditions parfois un peu rustiques, d'échange et de partage, et de réflexion justement sur ce qui nous rend humains tous. Et je crois que c'est une chance de pouvoir justement, malgré des cultures différentes, des histoires personnelles différentes, avoir ces discussions scientifiques. Dans mon métier, c'est vraiment indispensable, parce que finalement, ce qui fait nos valeurs à nous, comme scientifiques, bah, c'est cet héritage. C'est les travaux qui sont faits en permanence, foisonnants. Juste donner un exemple, hein, sur la question du climat, 15 000 publications par an. Aucun d'entre nous n'est même capable de les lire toutes. Et ça fait partie de notre patrimoine, de notre environnement, comme une manière, on parlait tout à l'heure de vrai et de faux, mais au cœur aussi de notre travail, il y a une remise en question permanente. En fait, il n'y a rien d'établi. On essaie en permanence de contester, finalement, l'état des connaissances, de les enrichir, de les compléter. Parfois, le progrès, c'est plus de doutes aussi, dans mon domaine, hein. Plus d'incertitudes. Et je vais juste terminer là-dessus. Un climat qui change, c'est un climat où, en fait, vous aurez les mêmes risques qu'avant. La crue du siècle, la crue du millénaire, hein. Ça fait partie de l'aléa pour une région donnée. Puis vous allez avoir de nouveaux risques. Et il faut être armé pour aborder ça. Donc dans les valeurs, entre guillemets, importantes, il y a savoir d'où on vient. Et puis il y a aussi, finalement, tenir compte, hein, des calculs qui existent, hein, des informations qui existent, pour savoir quels peuvent être les nouveaux risques. Pour pas être passif en attendant que les choses arrivent. Et on a la chance d'avoir une capacité d'anticipation qui n'existait pas, simplement, hein, pendant les dizaines d'années ou les siècles précédents. Voilà, donc je pense que c'est juste ces points-là sur lesquels je voulais rebondir. Michel Aimé, je suis ces débats depuis des années et je rebondis sur la question de monsieur qui m'a toujours préoccupé, les valeurs. Mais pas au sens macro-valeurs, mais au sens moral. C'est-à-dire la capacité d'un individu à intégrer des valeurs altruistes et qui vont préserver l'avenir de l'humanité. Je me suis beaucoup occupé des Indes dans un grand groupe et récemment je faisais l'aide personnelle en Chine. Et là, je crois que je suis devenu intelligent parce qu'hyper pessimiste. Les Chinois aujourd'hui ne connaissent plus leur histoire, absolument pas. Et les jeunes générations n'ont qu'un objectif, c'est le court terme, l'enrichissement, indépendamment de toute autre sorte de valeur. Et ils nous considèrent comme des gens qui réfléchissent de manière utopique. Leur objectif, c'est la survie et surtout l'image sociale. Et quand vous voyez que nos grands constructeurs, nos groupes de luxe vivent sur cette image, vous vous dites quels moyens avons-nous de favoriser une prise de conscience dans des pays où c'est le court terme de l'enrichissement et de l'image sociale qui prévaut. Et c'est peut-être 80% de l'humanité aujourd'hui. Et donc, une question dérivée, c'est comment rendre perceptible
à ces humanités autres qui sont en plein développement les risques du changement climatique. Est-ce qu'on peut le mesurer, ça, Olivier? Alors, donc, j'ai aussi été plusieurs fois en Chine, ce qui a amené des remises en cause assez profondes sur les idées reçues que j'avais. Et puis, il y a 1 an et demi, pour la première fois, j'ai été en Inde, à Chennai, Madras, ce qui m'a encore plus fait réfléchir sur, disons, ma vision du monde d'occidental, de milieu, je dirais, privilégié par rapport à beaucoup d'autres populations, et de femmes privilégiées, certainement. Et pour résumer, en fait, l'impression que j'ai du côté chinois, les gens de ma génération, ils ont subi des privations quand ils étaient enfants, souvent. Beaucoup de sacrifices des grands-parents, des parents, avec l'idée d'un avenir meilleur, avec l'idée d'assurer pour l'enfant unique une éducation plus importante, et avec un poids énorme sur cet enfant unique, évidemment, qui a la charge de 2 générations, en fait, avec une population qui vieillit. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'analogue dans les autres pays, la vitesse de cette transformation. Ce que m'expliquent mes collègues, c'est étonnant, hein, c'est le premier terme qui revient, c'est « on est trop nombreux ». C'est le premier terme qui revient. On est trop nombreux, notre pression sur l'environnement, elle est trop forte. On n'entend pas tellement ailleurs. En Chine, on l'entend vraiment souvent. Et puis la deuxième chose, c'est il faut qu'on construise un système social qui soit résilient. Donc aujourd'hui, par exemple, en Chine, il n'y a pas d'assurance pour l'habitation. Votre maison brûle, enfin votre appartement brûle, vous n'avez plus rien. Pas beaucoup de sécurité sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a une vraie volonté de faire émerger un système social avec sortir beaucoup de gens de la pauvreté, faire émerger des classes moyennes et mettre en place un système social un peu résilient. C'est difficile. Hein. Ça prend du temps. Et effectivement, les jeunes générations, avec cette pression, avec aussi les privations, il y a évidemment le plaisir de surconsommer, comme ici après la dernière guerre, hein, nettement. Moi, j'ai grandi en Lorraine, c'était encore très fort 2 générations après, le fait d'avoir subi de fortes privations et donc d'en profiter, quelque part. Mais il y a une conscience et il y a un plan, il y a une volonté d'abord d'utiliser l'énergie la moins chère, qui est celle du charbon, mais aussi, le plus rapidement possible, d'arriver à découpler la croissance économique, c'est l'indicateur qui est utilisé, hein, c'est comme ça, le progrès social quelque part, de cette consommation de charbon. Et puis enfin, il y a une forte conscience de la vulnérabilité, très très forte. La Chine, c'est un pays avec des extrêmes pour les ressources en eau, une surabondance dans certaines régions et une pénurie profonde dans d'autres. La question des ressources en eau dans la durée explique beaucoup d'aspects de la politique chinoise au Tibet, par exemple. Et il y a une vraie conscience de cette vulnérabilité. Donc je dirais que, tel que moi je le perçois, il y a une phase de transition où on développe un peu à tout va, avec l'idée qu'il y aura une transformation progressive et peut-être essayer de construire une société un peu plus résiliente qu'elle ne l'était il y a quelques décennies, je dirais. Moi, j'ai la même expérience que Valérie, et ça m'amène à un jugement plus nuancé. On finit par avoir un discours sur l'Inde et la Chine, sur les Chinois, les Indiens, etc., qui est en réalité un discours complètement occidental. Et où on projette, alors, soit pour le valoriser, la fascination de la croissance, soit pour s'en inquiéter. En fait, quand on va sur le terrain, on s'aperçoit qu'on a des visions qui sont beaucoup plus nuancées et des acteurs qui sont beaucoup plus pluralistes. Moi, j'ai eu une expérience qui m'avait beaucoup étonné parce que après mon rapport Reconsidérer la richesse, j'ai été invité à faire un séminaire d'1 semaine à Pékin. Bon, alors c'était pas le régime, c'était pas la nomenclatura, c'était des jeunes qui en même temps avaient une influence, mais j'étais tellement dans l'idée que les Chinois considéraient que de nouvelles approches de la richesse c'était un truc luxueux de bobos occidentaux que je leur ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas erreur? Vous avez bien lu mon texte? Oui, c'est bien vous, on veut travailler avec vous pendant 1 semaine. Alors je leur ai dit à ce moment-là, expliquez-moi. On dit tellement que ce genre de questions, c'est pas pour vous, que ça m'intéresse de savoir pourquoi. Ils m'ont dit, mais détrompez-vous. Ce sont des questions fondamentales pour nous. Et ils m'ont donné un exemple. Ils disent, si on continue
dans les logiques actuelles, on va être obligé de déménager Pékin dans les décennies à venir parce que la capitale se retrouvera ensablée. Parce que les effets conjugués, comme Pékin est séparé du désert de Gobi par une barrière forestière qui est de plus en plus vulnérable, donc les effets conjugués de l'urbanisation à outrance, de la bagnole, de la désertification, de la déforestation, déjà on a des vents de sable considérables pendant 3 mois de l'année. Si on continue comme ça, l'ensemble de la capitale sera ensablé. À la rigueur, on mettra la cité interdite sous cloche pour la visiter, mais on sera obligé de déménager. Alors à ce moment-là, je leur dis, attendez, si vous avez cette conscience-là, pourquoi vous faites pas davantage? Alors, ils m'ont dit 2 choses. D'abord, ils m'ont dit, on en fait plus que ce que vous voulez bien voir et bien croire. Donc ça répond aussi à des choses que vient de dire Valérie. Et puis ils m'ont dit aussi une autre chose que j'ai trouvé intéressante. Ils m'ont dit, écoutez, on est dans un basculement du monde. Il est clair que l'Occident n'aura plus les moyens de la domination, mais l'Occident a encore le pouvoir de fixer les règles du jeu mondial et notamment des règles du jeu économique. Et donc vous avez fixé les règles du jeu où c'est à coup de PIB, de compétition, de production, etc. Bon. Et donc sur ce terrain-là, nous avons décidé d'appliquer ces règles du jeu et de vous battre à vos propres règles du jeu. Maintenant, si vous êtes prêts à reconnaître que ces règles du jeu sont perverses pour tout le monde, et si vous intégrez par exemple que dans des critères de richesse, de développement, etc., par exemple des qualités de civilisation, des qualités de sagesse en font partie, nous, on a un patrimoine de traditions de sagesse plurimillénaire, on est prêt à rentrer aussi dans ces nouvelles règles du jeu. Donc je dis ça pour indiquer que c'est quand même beaucoup plus pluraliste qu'on pourrait le penser quand on a une vision absolument globale de la Chine, de l'Inde, comme si c'était des monolithes qui ne voyaient absolument pas ces problèmes-là. Ils sont comme nous, ils sont dans la contradiction, ils sont dans l'ambivalence. Il y a des fous de pouvoir et d'argent et qui sont, eux, complètement dans le court-termisme, mais il y a aussi, heureusement, des groupes d'acteurs et qui peuvent être importants, qui ont une vision beaucoup plus positive de l'avenir. Et le dernier point que je voulais mentionner par rapport à la Chine, avant de dire un mot sur l'Inde, je pense que dans les systèmes humains, il y a des effets de seuil, vous voyez. On peut accepter des choses, et puis à un moment donné, ça devient inacceptable. Et dans les grandes villes chinoises, on est à un niveau de dégradation de la qualité de l'air qui est tel que, par exemple, en janvier dernier, beaucoup de gens se sont sentis en danger et ont senti leur enfant unique en danger. C'est inacceptable, en particulier pour ces classes moyennes qui émergent, qui sont connectées via des réseaux sociaux et qui finalement représentent peut-être, par rapport à ce sentiment de danger immédiat, je dirais, une forme de contre-pouvoir nouveau dans un système qui n'est pas démocratique, qui n'a pas de liberté de la presse. Et il me semble que sur des enjeux liés à l'environnement, à la capacité d'enquête indépendante, ça fait partie des éléments d'évolution, de transformation qui sont importants. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'Inde. Et je dirais que ce que j'ai découvert en Inde, c'est la notion de caste, une forme de fatalisme sur le destin individuel. Des gens qui font 8 ans d'études après le bac et qui jettent tout leur papier par terre parce qu'ils n'ont aucune conscience environnementale. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire en Inde pour que les aspects environnementaux entrent dans la conscience des élites parce que ça n'est pas le cas. Et sur la ville de Madras, ça doit être 7 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Pas de traitement de l'eau. Pas de traitement des eaux usées, par exemple. Ils se déversent dans la baie du Bengale. Et l'usine a été payée plusieurs fois, mais n'est jamais sortie de terre. Donc il y a une vraie difficulté, je crois, là, au niveau des gens qui sont à des postes de décision, dans un système démocratique avec la corruption et les autres aléas qui existent, que les aspects environnementaux émergent. Voilà, donc c'est mon ressenti, je dirais juste ponctuel, mais qui m'a vraiment... C'est ce côté fataliste, je dirais, par rapport au caste. Et il y a une forme de résignation parfois sur des conditions de vie
extrêmement délicate où le plus pauvre côtoie, vraiment vit devant la maison du plus riche, dans la rue, par terre, avec un fatalisme très profond qui, je dirais, qui m'a beaucoup interrogée sur la vision du monde que j'avais. Voilà. Mais tu vois, Valérie, c'est vrai ce que tu dis, il y a tout à fait cet aspect-là. Mais par exemple, moi, j'ai participé à Bangalore, donc dans le sud de l'Inde, donc la ville qui est... la ville spatiale. Voilà, hyper moderne, dynamique, etc., à une rencontre qui était d'ailleurs sur la question du climat et le rapport entre l'enjeu climatique et l'enjeu de justice sociale, et avec des groupes d'acteurs qui étaient en même temps complètement dans l'organisation de la lutte contre les castes et qui développaient des formes de stratégie et de vision transformatrice qui étaient très proches de ce que j'évoquais tout à l'heure avec ce qui se prépare à Bayonne, à Alternativa, tu vois. Et c'était aussi des gens en Inde, et c'était pas des marginaux, et ils étaient à Bangalore, etc. Bon. Et par exemple, si vous lisez ce livre passionnant de Bénédicte Magnier, 1 million de révolutions tranquilles, vous voyez comment dans le nord de l'Inde, dans le Rajasthan, qui était une zone très fortement désertique, comment l'alliance de savoirs ancestraux et l'utilisation de réseaux sociaux pour faire connaître ces savoirs ancestraux qui permettaient de reverdir, remettre en irrigation, etc., se sont développés. Et là, c'est une zone de 700 000 personnes, quand on n'est pas dans du micro-marginal. Donc, c'est pour ça il faut aller à chaque fois regarder de plus près sur le terrain et repérer les forces vives sur lesquelles passer des alliances, parce qu'on a besoin d'alliances mondiales. Hein. C'était Dominique qui nous préparait à la question, y compris de gouvernance planétaire, etc. Ça sera pas une gouvernance en surplomb. C'est de partir effectivement des acteurs qui portent la question mondiale, au sens fort de la mondialité, comme dit Édouard Glissant, et pas cette fausse mondialité qu'on appelle mondialisation et qui n'est en réalité que de la globalisation financière. Et quand on regarde ces acteurs-là, par exemple, on les voit dans les forums sociaux mondiaux, dans les rencontres type dialogue en humanité, on les voit, ces acteurs-là. Et la façon dont ils portent la question mondiale, y compris en termes politiques, c'est dans un changement de posture dans le rapport au pouvoir. C'est-à-dire, de la même façon qu'on a besoin d'un changement de posture dans le rapport à l'économie et à la richesse, on a besoin d'un changement de posture qui considère que le pouvoir est une énergie renouvelable, parce que quand on fait du pouvoir une logique de conquête, c'est exactement la comparaison avec le nucléaire. Vous avez un pouvoir qui déclenche beaucoup d'effets toxiques et de dangerosité et qui régulièrement même est capable d'avoir des accidents majeurs. Alors que normalement, le pouvoir, c'est une énergie renouvelable. Le verbe pouvoir, c'est un verbe auxiliaire qui s'écrit en minuscule et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Tandis que quand vous en faites un substantif et que vous l'écrivez en majuscule, il se suffit à lui-même. Et là, c'est pas le couple création-coopération, c'est le couple domination et peur qui se met en place. Peur des dominés face aux dominants et peur des dominants entre eux, parce que ce pouvoir qu'ils ont eu tellement de mal à conquérir, ils ont peur de se le faire piquer. Donc c'est intéressant de voir comment l'émergence d'une société civile mondiale est aussi en train de créer un renouvellement des formes démocratiques qui n'est pas simplement dans la logique des contre-pouvoirs. On a bien sûr besoin des contre-pouvoirs face à la toxicité du pouvoir du conquête, mais on a besoin de réseaux qui changent leur rapport au pouvoir et qui considèrent le pouvoir comme une énergie renouvelable. Et donc pour terminer sur l'Inde, je voulais juste dire que cette énergie, cette volonté de changement, je l'ai perçue à travers un certain nombre de femmes qui ont échappé à un destin un peu imposé. Les mariages arrangés sont une réalité dans de nombreuses régions, et des personnalités vraiment exceptionnelles. Et on sentait là une vibration de changement très profonde et très solide, je pense.
j'avais réagi tout à fait au début sur la notion de valeur, parce que pour moi, les valeurs, c'est ce qui fait qu'on continue à se taper les uns les autres sur la figure. Et que c'est aussi cette histoire de valeur, c'est pas neutre si c'est justement le monde de la finance qui se sert le plus de ce mot valeur. Et là aussi, en vous entendant parler de la Chine, je trouve étonnant, mais peut-être pas tant que ça, que dans un monde qui a été très communiste collectif, au moment où ils prennent conscience que les ressources de la planète n'ont pas réussi à nourrir tout le monde, hop, politique de l'enfant unique, et ça apporte quoi, l'enfant unique? Retour à l'individualisme, tout le contraire en fait de ce qui pourrait peut-être nous faire avancer, c'est-à-dire de comment fondamentalement penser collectivement, c'est-à-dire que ça soit quelque chose qui soit une posture automatique de pensée collective en commençant simplement par regarder son voisin, sans penser comment on va changer le monde, améliorer le monde, mais déjà, bon, son voisin est toujours être en posture collective. Peut-être laisser plusieurs interventions pour comme il y a plusieurs personnes qui souhaitent intervenir, on réagira après. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions et le calme avec lequel vous communiquez. Juste une incise là qui m'a paru intéressante, parce que au même moment que aujourd'hui, là, en ce moment, à la même heure, dans une librairie près de Nantes, il y a un débat conférence sur le philosophe John Locke, à l'origine du pragmatisme, un philosophe anglais de l'époque de Louis XIV. Et je vais juste lire une citation. Pour avoir une idée juste des choses, il faut... si je ne m'en relis pas... pour avoir une idée juste des choses, il faut amener l'esprit à leur nature inflexible, c'est la nature des choses, et non pas s'efforcer d'amener les choses à nos préjugés. Je trouve que c'est particulièrement d'actualité. Donc John Locke, un contemporain de Spinoza. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet général, deviendra, à mon avis, dans quelques années, un cas d'école extraordinaire. On est entré dans l'ère de l'Anthropocène, c'est ce qu'on dit, c'est assez bien choisi, et c'est vrai qu'en tant que formidable prédateur, nous modifions notre milieu en l'accaparant à notre profit, dans tous les sens du terme, et la gestion des ressources, la gestion des déchets sont des sujets de préoccupation majeurs. Mais est-ce que c'est une raison pour mépriser, quand je dis mépriser, c'est parfois haineux, hein, mépriser des contradicteurs qui, face à un phénomène que personne ne nie le phénomène du réchauffement climatique, même s'il est très modéré, ont une autre explication. Et on méprise à un point tel que certains commentateurs, ce sont des journalistes, c'est vrai, ce ne sont pas des scientifiques, parlent de croisade contre la science, l'abandon de toute éthique scientifique, la vérité est menacée de disparition. Et quand j'entends Madame Masson-Delmotte, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle est très tranquille, parce que elle se sent dans une citadelle, une véritable citadelle, la citadelle du GIEC. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que on fait des amalgames. L'homme, effectivement, est un prédateur, c'est un méchant, ça c'est sûr, et il est responsable de beaucoup de choses, et en particulier, ce qu'a dit M. Livret est très juste, on est dans la démesure, et bon.
Mais est-ce une raison d'utiliser, par exemple, un phénomène, c'est tout simplement une précision, quand vous avez deux phénomènes, phénomène A et phénomène B, qui sont en corrélation, tout vient de là. Le phénomène A peut entraîner le phénomène B, le phénomène B peut entraîner le phénomène A. Or, la grande majorité des scientifiques ont décidé, je dis bien décidé, c'est un postulat, ils ont décidé que c'était A qui entraînait B. En d'autres termes, que c'était la variation du gaz carbonique qui entraînait la variation de température. C'est une décision, c'est un postulat, et ceux qui vont contre ce postulat sont dans la même situation que si je disais aujourd'hui, non, moi je ne suis pas d'accord, le Soleil, enfin la Terre ne tourne pas autour du Soleil. J'aurais l'air ridicule. Eh bien, ceux qui disent non, c'est l'inverse. C'est effectivement la température qui a augmenté la première et qui a provoqué une augmentation du taux de gaz carbonique. J'aurais l'air aussi ridicule. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Vous le savez bien, Madame Masson-Desmottes, puisque c'est vous qui, depuis quelque temps, étudiez ces genres de choses, les fameux carottages du Groenland ou de l'Antarctique. Quand ils ont commencé il y a 30 ans, c'était pas assez fin pour pouvoir voir dans le détail. On était au niveau du millénaire. Alors que depuis une douzaine d'années, on peut très bien atteindre, dans le carottage, on peut faire des coupes qui viennent à la décennie. On va passer du millénaire à la décennie. Ou en tout cas au siècle, ou à quelques décennies. Et on se rend compte que dans la quasi-totalité des cas, entre 200 ans et 1000 ans, oui, je finis, on voit, et c'est très important parce que c'est la base de tout, tout ce que dit le GIEC est fondé là-dessus. Or, il se trouve que lorsqu'on regarde finement, on voit que la température a augmenté et que quelques siècles plus tard, le temps que tous les océans se réchauffent, parce qu'il faut à peu près 8 siècles pour que tous les océans se réchauffent, eh bien quelques siècles plus tard, le taux de gaz carbonique a augmenté. Et pour s'en sortir, parce que je sais que vous avez essayé de vous en sortir, et vous en êtes sortis, vous avez dit oui, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a les fluctuations de bilan de vie, enfin pas les fluctuations, mais du bilan de Covid, etc. Alors, vous essayez par toutes sortes en tirant dans tous les sens, de réussir à faire en sorte que quand même, c'est le postulat de base qui est le bon, c'est-à-dire postulat de base, le gaz carbonique entraîne la... C'est effrayant parce qu'on ne peut plus rien dire, on est complètement coincé. Est-ce que je peux donc réagir à ces propos? Non, je réponds juste pour préciser, je pense, votre propos. Ce que vous suggérez, en fait, la description que vous faites, nous sommes bien d'accord, elle porte sur les changements de température en Antarctique et puis sur l'évolution de la teneur en CO2 mesurée en Antarctique entre une période glaciaire et une période chaude. C'est bien à ce point-là que vous faites allusion. Voilà. Donc, on mesure dans les bulles d'air piégées dans la glace les teneurs en CO2 passées, c'est la seule archive directe qu'on a. Pour des périodes plus anciennes, on le mesure indirectement à partir des sédiments marins, par exemple. Ensuite, il faut bien expliquer qu'on a des vraies difficultés à évaluer finement, justement, ce déphasage entre CO2 et température passée. On ne parle pas d'effet humain du tout. On parle vraiment des changements glaciaires-interglaciaires. Et physiquement, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Vous imaginez de la neige qui tombe, d'accord? La neige de surface, elle est poreuse. Donc l'air, il est jeune. Il a l'âge de l'air ambiant. Vos couches de glace, elles tombent successivement, jusqu'à peu près 100 mètres de profondeur. La neige, au début, elle est toujours poreuse, donc l'air est jeune. Mais à 100 mètres de profondeur en Antarctique, la glace, qui se ferme, qui emprisonne des bulles, elle peut avoir plusieurs milliers d'années. D'accord? Donc il y a une différence d'âge dans une carotte de glace entre l'air, qui est toujours plus jeune, que les couches de neige qui l'entourent. Et on a beaucoup travaillé pour dater finement ces deux choses-là. Donc vous faites allusion à un travail qui a été publié par un doctorant de notre laboratoire en 2003, qui avait effectivement suggéré que pendant une déglaciation, c'est d'abord la température antarctique qui monte, et quelques siècles après, la teneur en dioxyde de carbone qui augmente lors d'une déglaciation.
Nous venons de publier en 2013, dans le journal Science, de nouveaux résultats avec une nouvelle méthode de datation qui montre que les deux évoluent vraiment en parallèle. Et il ne faut pas mélanger plusieurs choses. À l'échelle glaciaire-interglaciaire, le CO2 n'est pas le moteur des changements. Le moteur des changements du climat, des cycles glaciaires-interglaciaires, il tient au changement de l'orbite terrestre. Donc vous dites, on a fait intervenir Milankovitch. C'est un joli exemple. 1940, un mathématicien serbe, Milutin Milankovitch, propose une théorie astronomique des paléoclimats, à partir de calculs qui sont aujourd'hui faits par Jacques Lascar à l'Observatoire, des calculs très fins. Donc il calcule comment l'orbite de la Terre a varié au cours du temps. Et il dit, voilà, je propose que ce qui fait basculer la Terre d'un état chaud à un état glaciaire, c'est quand, dans l'hémisphère nord, on a moins d'ensoleillement, des étés plus frais, la neige qui est tombée l'hiver, comme là, ne fond pas, elle reste, et puis l'année suivante, il reneige par-dessus, et petit à petit, c'est ce qui forme des calottes de glace. Théorie 1940, aucune donnée. On savait qu'il y avait des glaciations, mais on ne savait pas les dater ni rien. Cette théorie, en fait, elle a été vérifiée quand on a réussi à dater les grandes glaciations par l'étude des sédiments marins, des glaces, des stalagmites, etc. Donc, il ne fait aucun doute que le moteur des glaciations, il est dans ces changements de l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui se décale régulièrement. Quand l'orbite de la Terre change, d'abord le climat, les températures réagissent. Et ensuite, il y a un ensemble de rétroactions qui se mettent en place. Les deux principales, elles sont les suivantes. Si vous couvrez les continents de glace et les océans de banquise, vous avez un effet miroir, ça amplifie le refroidissement, ce qu'on appelle l'albédo. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, aujourd'hui, l'Arctique se réchauffe plus qu'ailleurs, dans l'autre sens. Et quelle est la deuxième rétroaction? Elle est que quand le climat change, le cycle du carbone change. Par exemple, quand le climat se refroidit, moins de zones humides, moins de méthane produit dans les zones humides, moins d'effet de serre du méthane. Quand l'océan se refroidit, il séquestre au fond des océans davantage de dioxyde de carbone. Donc au lieu d'être dans l'atmosphère, il passe dans l'océan, moins d'effet de serre et le climat se refroidit davantage. A l'inverse, quand on part d'un état glaciaire, d'énormes calottes de glace, l'orbite de la Terre change, le climat y réagit, et l'océan qui se réchauffe dégaze, et ça amplifie le réchauffement. Les calottes de glace fondent, et ça amplifie le réchauffement. Mais le moteur, c'est pas le CO2, même s'il varie en même temps que les températures en Antarctique. Le moteur, c'est les changements de l'énergie solaire, de l'orbite terrestre. Mais là, on mélange deux choses. À l'échelle de 100 ans, l'orbite terrestre, elle est stable. Elle varie sur des échelles de temps de milliers d'années. Mais la preuve scientifique? On sait le calculer sans aucun doute. Et ça a été vérifié par de nombreux scientifiques. Deuxième chose, nous injectons du dioxyde de carbone, ça ne fait aucun doute que nous brûlons des énergies fossiles. Et dans le dioxyde de carbone aujourd'hui qui est dans l'atmosphère, on peut mesurer son contenu en carbone 14. Le CO2 fossile, il ne contient pas de carbone 14, il est très ancien. Mais le CO2 qui sort de l'océan, qui est échangé avec la végétation et les sols, il en est plein, parce que c'est du CO2 plus jeune. Donc on est certain aujourd'hui que l'augmentation de la teneur en CO2, elle n'est pas naturelle. Elle est d'abord liée aux émissions d'énergie fossile. Donc aujourd'hui, on est dans un autre contexte qu'un changement glaciaire-interglaciaire. On rajoute massivement du CO2 dans l'atmosphère et l'évolution de la température, elle ne ressemble pas de manière simple à celle du CO2. Parce que qu'est-ce qui fait varier le climat? C'est l'effet de serre, et ça c'est physique. C'est la physique des échanges de rayonnement de la Terre qu'on connaît depuis, je dirais, Joseph Fourier à peu près, milieu du 19e siècle, qu'on sait simuler, qu'on observe par satellite. Mais c'est aussi de temps en temps les cycles de 11 ans du Soleil qui modulent ça. De temps en temps une grosse éruption volcanique, 1991, un coup de froid parce qu'il y a eu une grosse éruption, le Pinatubo, vous vous en souvenez peut-être. Et puis enfin, le système climatique lui-même présente des fluctuations météorologiques, et des fluctuations des courants marins. Peut-être le point le plus important à retenir, c'est que pour chaque mètre carré de surface terrestre, on rajoute 3 watts par mètre carré d'énergie, avec l'effet de serre en plus, et on compense 1 watt par mètre carré par les particules de pollution. Les activités humaines, elles ont ce double effet. Qu'est-ce qu'elle devient, cette chaleur? Elle est là, on la mesure. Qu'est-ce qu'elle devient? 1% chauffe l'atmosphère, seulement 1%. 3% chauffe les sols, 3% fait fondre les glaciers, la banquise, les calottes de glace. Et le solde, c'est-à-dire 93%, il s'accumule en profondeur dans les océans.
et le niveau des mers monte. Donc voilà, la manière dont le climat fonctionne, c'est pas un postulat, c'est la connaissance des transferts de rayonnement dans l'atmosphère, qu'on étudie en laboratoire, qu'on étudie pour les autres planètes, qu'on met en équation, et ces modèles, on les teste en permanence par rapport aux données disponibles. C'est pas une théorie intellectuelle, c'est à partir des lois physiques qui contrôlent le fonctionnement de l'atmosphère. Et peut-être la chose parfois la plus difficile à comprendre, c'est pourquoi quelques parties par million en plus d'un gaz qui est déjà présent au niveau naturel, comme le dioxyde de carbone, pourquoi quelques parties par million en plus peuvent avoir autant d'effets. Et ça, c'est quelque chose, donc cette physique des échanges de rayonnement, qui est peut-être une des choses les plus étudiées par un ensemble de communautés qui ne sont pas que des climatologues, mais qui sont des physiciens de l'atmosphère, des spécialistes des transferts de rayonnement. Une démonstration. Oui. Moi, je voulais intervenir justement sur le fait de financer le doute. Oui. Et il me semble qu'en effet, on a pléthore de climato-sceptiques qui interviennent sur les ondes de radio et télé pour nous dire que finalement, c'est vrai, il n'y a pas de réchauffement. Enfin, c'est à l'échelle. Moi, j'y connais rien, je ne suis pas une climatologue, et qu'à l'échelle de plusieurs milliers d'années, bien évidemment, il y a eu des fluctuations de température, etc. Ce que je retiens, moi, c'est que vous êtes quelqu'un d'indépendant, que vous n'êtes pas financé par, je sais pas, un grand groupe financier, etc. Mon employeur est le commissariat à l'énergie atomique. Oui. Je travaille sur le plateau de Saclay, dans un laboratoire qui est rattaché au CEA, au CNRS, à l'université de Versailles. Donc, en gros, je suis payé par vos impôts à travers la recherche académique française. D'accord. Donc, vous vous sentez tout à fait indépendante et libre dans vos recherches, vous n'êtes pas du tout... voilà. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai que les gens qui travaillent dans des entreprises qui sont financées par certains grands groupes, etc., on peut se poser des questions. Et dans votre cas, je ne sais pas, enfin moi je ne suis pas suffisamment calé là-dedans. Enfin, mais mon laboratoire, il fonctionne avec de l'argent public. Avec l'argent public, d'accord, très bien. Donc moi j'ai envie de vous poser une question. C'est-à-dire que quand il y a un bouleversement tel que celui que vous nous décrivez, à un bouleversement, il faut un autre bouleversement. Et ce que vous nous avez dit depuis tout à l'heure, c'est très intéressant, mais j'ai l'impression que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. J'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait des grandes actions qui auraient été menées et que, compte tenu de l'urgence de la situation, il faudrait quand même essayer de faire quelque chose assez rapidement pour au moins tenter d'éviter la catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire de façon concrète pour amener justement les pouvoirs publics à, je sais pas, prendre les décisions qui s'imposent, etc. Parce que moi, contrairement à plein de gens qui sont ici, je ne me suis pas vraiment beaucoup intéressé à la question du climat. Et j'ai bien fait de venir parce que Britt m'avait envoyé ça. Donc ça fait découvrir en fait... Alors, vous avez peut-être remarqué que j'essaie d'être très très attentive à rester dans mon rôle de scientifique, en expliquant les méthodes. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux de sciences du climat, moi je recommande un ouvrage qui s'appelle « Le climat à découvert », édition du CNRS, ouvrage collectif qui montre comment on travaille en sciences du climat. Donc c'est des textes courts de 4 pages, il n'y a pas d'équation, il y a des illustrations et qui expliquent quelles sont nos méthodes, comme pour étudier la médecine ou l'astronomie, c'est-à-dire des sciences de systèmes complexes. Évidemment, ce constat scientifique, il pose des défis en termes de maîtrise de l'expérience, en gros, et des défis en termes d'adaptation. Et la réponse, elle ne doit pas venir des scientifiques. La réponse, elle doit venir de la société. Le pire pour moi, serait un monde où les scientifiques soient prescripteurs de solutions politiques. Donc, je pense que c'est très très important que je reste à ma place. J'ai un avis de citoyenne, personnel, mais je tiens vraiment à le séparer de mon rôle de scientifique, ce pourquoi j'ai été invitée. Je n'ai pas été invitée pour un programme politique ou une stratégie d'action. Maintenant, je passe le relais à mon voisin. Merci Valérie pour cette mise au point, parce que vraiment, ici aussi, c'est un débat citoyen, donc merci pour cette précision. Oui, mais justement, c'est très intéressant, parce que l'un des grands enjeux, c'est aussi la question de la mutation démocratique. C'est-à-dire comment les citoyens se trouvent informés par différentes expertises, et s'il y a expertise contradictoire, c'est très intéressant d'avoir des méthodes du type de ce qu'on appelle la construction de désaccords. On n'est pas obligé d'en venir aux mains, etc. Dans le bref
échange que vous avez eu tous les deux, même si moi je suis plutôt convaincu par l'argumentation de Valérie, mais je constate à la fois qu'elle n'a pas nié qu'il y a quantité d'éléments de transformation climatique qui sont très antérieurs au problème du dégagement d'effets de serre par l'espèce humaine. Hein. Donc ça fait partie des éléments de point d'accord du point de vue de l'analyse. Vous, de ce que je comprends, vous ne niez pas qu'il y a dégagement d'effets de serre par l'espèce humaine. Hein? Oui, enfin, de gaz à effet de serre par l'espèce humaine. Mais ce qui fait débat entre vous, c'est la corrélation entre les deux éléments. Mais si je me place maintenant du point de vue de citoyen, hein, et même en partant de votre hypothèse qu'il n'y a pas de corrélation, l'humanité a tout à fait intérêt à pas en rajouter si, par exemple, les problèmes du réchauffement ne sont pas dus à l'espèce humaine. Parce que on a de fait intérêt à pas se retrouver dans une situation où tous les phénomènes liés à l'effet de serre surabondant, qui soient dus à l'espèce humaine ou qui soient dus à d'autres causes, provoquent en tout état de cause, du point de vue par exemple du vivre ensemble et de la gouvernance des sociétés humaines, des vrais problèmes. Donc ça veut dire que quand on fait par exemple des méthodes de construction de désaccords, on demande d'abord, le premier temps, c'est réduire l'opacité, parce qu'on se rend compte qu'il y a une partie considérable de désaccords qui sont en fait de l'ordre des malentendus, des soupçons, des procès d'intention. Bon. Ensuite, il y a construire le désaccord proprement dit, et ça consiste à se mettre d'accord sur les vrais objets de désaccord. C'est un peu comme une électrolyse. Hein. Bon. Et on s'aperçoit... D'ailleurs, le rapport du GIEC, c'est essentiellement ça. C'est parfois présenté comme un consensus, mais en réalité, dans la production de la synthèse, c'est essentiellement se mettre d'accord sur les points principaux d'incertitude, et puis les choses qui, en l'état des connaissances, sont robustes. C'est un affrontement permanent. Oui. Et puis, le troisième temps, dans le traitement des désaccords, c'est que on demande aux acteurs qui ont des positions divergentes, voire contradictoires, de dire qu'est-ce qui, dans la position adverse, qu'est-ce qui leur paraît particulièrement important à prendre en compte. Pas du tout pour changer d'avis, mais pour dire, là, je reconnais qu'il y a un point dur. Hein. Il y a l'annonce d'un débat, la prochaine fois, j'ai entendu, sur nucléaire civil, pour, contre, etc. On a fait, il n'y a pas très longtemps, un exercice de construction de désaccords sur le nucléaire dans une initiative citoyenne qui s'appelle le Pacte civique. Ce qui était très intéressant, c'est quand on est arrivé à la construction, au traitement des désaccords, les pro-nucléaires étaient amenés à dire « Nous reconnaissons que la question des risques accidentels et la question des déchets est une vraie question. On ne peut plus dire, comme dans les années 60, le risque statistique est infime et puis les déchets, de toute façon, on trouve... Bon. Donc, il disait, on reconnaît ces deux points fondamentaux, ça ne nous fait pas changer d'avis sur le nucléaire civil parce que nous considérons que, en termes d'indépendance énergétique ou en termes de moindre dégagement de gaz à effet de serre, etc., c'est une option qui est utile, mais on reconnaît la force de ces deux questions. Et puis, les antinucléaires étaient amenés à dire nous proposons une sortie du nucléaire, mais nous savons bien que c'est pas une sortie qu'on va faire en quelques mois. Et donc, même si on avait un gouvernement écologiste radical partisan d'une sortie du nucléaire, on aurait à gérer toute une période de transition, et dans cette période de transition, on aura à gérer la question des risques accidentels des centrales existantes et la question des déchets. Ça ne changeait pas non plus leur avis, et chacun était persuadé, les uns, que si le nucléaire devenait sûr, il serait possible de proposer davantage l'option du nucléaire civil, et les autres que ça permettait d'accélérer la sortie du nucléaire. Donc je montre ça pour dire, on n'est pas obligé de vouloir à tout prix aller vers un consensus, mais on peut arriver à une progression qualitative dans le débat, qui fait que, y compris au terme de débat, des acteurs qui sont par ailleurs en opposition se retrouvent de fait avec un chantier commun
à gérer, qui est par exemple celui des risques et des déchets. Et ça, on est sur le terrain de la citoyenneté et de la mutation qualitative de la démocratie. Parce que ce que je suis en train de décrire, si on dit simplement une définition quantitative de la démocratie, qui est une fois que j'ai eu une majorité, je me moque des arguments ou des expériences différentes, c'est ça qui amène à des logiques qui sont purement binaires. Tandis que dans une logique qualitative, vous pouvez être amené à dire, quand bien même il y aurait simplement 1% des gens qui disent « votre affaire là est dangereuse », ben dans une logique qualitative, on va dire ces gens-là sont peut-être des lanceurs d'alerte. Et donc non seulement on va les écouter, mais on va les protéger. Et pour les mêmes raisons, il y a peut-être 1% de gens qui vont parler du revenu de base et de choses qui peuvent paraître totalement utopiques. On va les considérer comme des visionnaires potentiels. C'est là qu'il y a une interface avec la question citoyenne. Oui, moi, alors, 3 ou 4 remarques. La première remarque concerne la façon dont les problèmes ont été présentés. Il me semble tout à fait juste de mettre en avant le fait que le climat, le changement climatique, est d'abord, pour nous ici, une affaire citoyenne, une affaire humaine. Donc ça, c'est effectivement très important pour une première raison tout à fait simple, c'est que le climat lui-même n'est pas en danger. La planète elle-même, elle va continuer bien au-delà de la durée de vie de l'humanité. Donc ça, c'est un premier point important. Deuxième point important, c'est que la prise de conscience de ces problèmes, elle est à la fois complexe et très différenciée. On a beaucoup parlé de la Chine. Il se trouve que je m'occupe d'un dossier qu'une revue a publié sur la Chine, et la plupart des articles montrent que les questions environnementales tiennent une place considérable dans les conflits. Oui. On a en moyenne 300 manifestations violentes en Chine chaque jour. La moitié de ces manifestations sont dites environnementales, mais elles portent essentiellement sur les questions de l'eau. L'eau n'arrive plus, tel fleuve n'arrive plus à la mer, les questions de pollution, notamment avec l'utilisation du charbon. On ouvre une centrale thermique chaque semaine en Chine, et quand on creuse un peu, on voit que les manifestations dites environnementales sont aussi des manifestations qui ont une dimension sociale évidente, et vice-versa, si je puis dire. Troisième point, à propos de ce qui a été échangé là, d'une façon un peu pointue à propos des travaux du GIEC, moi, je suis assez convaincu par les publications du GIEC, parce que c'est argumenté. Contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas un point de vue monolithique là, qui s'impose dans les publications. Par contre, ce que je trouve problématique ou inquiétant, c'est le comportement des scientifiques, parce qu'il y a des scientifiques qui appartiennent à ce qu'on appelle, qui sont des climato-sceptiques. Et là, je signale au passage qu'au-delà en plus de votre livre qui est très intéressant, il y a un livre qui a été traduit il y a 1 an à peu près, de Naomi Oreskes et Les marchands de doute. Les marchands de doute. Alors là, on voit, c'est une histoire, hein, ça s'est constitué historiquement. On voit très bien les liens qui existent entre les intérêts économiques ou politiques puissants et puis ces marchands de doute qui se partent de la science. Beaucoup ont été des scientifiques reconnus dans certains domaines de la physique, mais ils sont passés de la contestation des effets du tabac, comme il est dit, à la contestation des raisons profondes des pluies acides, à la défense du système de la guerre des étoiles et au changement climatique. Alors,
là, il me semble qu'il y a un problème très important. Il est tout à fait normal que ces gens s'expriment, mais il est tout à fait important d'analyser ce que représente historiquement et socialement ce courant-là, auquel d'ailleurs on a un ministre passé, ex-ministre, oui, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et Claude Allègre, pour ne pas le nommer, qui était qui en France était une tête de proue de ce système et qui utilisait des arguments. Un des arguments qu'il utilise, c'est qu'il s'assimile à Galilée, ce qui est en parenthèse un peu mégalomaniaque. Enfin, ça, c'est le problème de l'empreinte égologique. Exactement. Alors là, il me semble qu'il y a un problème extrêmement important, d'autant plus que notre pays, la France, c'est un niveau de décisionnel petit à l'échelle du monde, mais qui existe tout de même, est pris dans une contradiction entre d'une part la poursuite de la consommation des combustibles fossiles, la bagnole, etc., et puis un programme nucléaire, j'ose dire manifestement, surdimensionné, au minimum. C'est la critique minimum qu'on puisse faire. Et là, il y a un enjeu extrêmement important d'élévation du débat démocratique pour que des décisions raisonnables soient prises. Et c'est très compliqué. Tu as évoqué la question de la sortie du nucléaire. J'entends maintenant que le démantèlement d'un réacteur nucléaire, c'est entre 40 et 60 ans. 40 si tout se passe bien, 60 si c'est un peu plus compliqué. Donc on peut afférer de là que la sortie nucléaire ne sera pas réalisée à la fin de ce siècle, au minimum. Donc ces questions me semblent extrêmement importantes. Et moi, dernière remarque, encore une fois, je trouve que ce type de débat organisé de cette façon-là est tout à fait important pour irriguer, pour alimenter le débat démocratique. Et je pense, comme vous l'avez dit, que ce n'est pas aux scientifiques de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Mais ils doivent être... ils sont tenus, c'est peut-être là leur devoir de citoyen, de jouer un rôle d'informateur et pas de vulgarisation, de divulgateur des travaux scientifiques sur des questions aussi difficiles que celles du climat. Je fais une remarque au passage. Celui qui a inventé le concept d'anthropocène, Paul Crutzen, était, il y a 15 ans, faisait partie de ceux qui réfléchissaient à des solutions de géo-ingénierie pour sauver le climat terrestre. Voilà, j'ai terminé. Alors, je voudrais juste apporter un élément de précision. Pardon. Une autre question, et puis on termine, parce que c'est... Oui, je voulais juste apporter un petit élément de précision. On a parlé du rapport du GIEC. Donc, on n'est pas membre du GIEC, on est auteur d'un rapport, et les auteurs des rapports changent aux 2/3 d'un rapport à l'autre. Un point là-dessus. Donc, il se base sur la littérature scientifique. Donc, ce qui sera dans le prochain rapport du GIEC, c'est déjà publié dans les journaux à comité de lecture. Ça existe déjà, c'est un socle de connaissances qui existe. 15 000 publications par an, en gros, sur le thème climat. Donc il y a tout un travail, évidemment, de lecture critique. Et la seule chose qui fait la qualité des rapports du GIEC, la seule chose, par rapport à l'avis d'une personne éminente ou par rapport à un article scientifique donné, c'est un processus de relecture. C'est-à-dire que chaque chapitre, qui est écrit par une quinzaine de personnes, il va être relu à 3 reprises par la communauté scientifique. Et je viens de sortir de cette moulinette... 2300 commentaires reçus 2 fois de suite par plus de 100 personnes sur un texte d'une vingtaine de pages. Vous vous doutez bien que quand vous êtes passé à côté d'un travail nouveau, novateur, d'une remise en cause de travaux qui existent, vous êtes obligé de les implémenter. Donc la seule différence entre un article scientifique lambda et les rapports du GIEC, c'est ce travail de relecture, de réponse obligatoire à ces commentaires, et c'est pas un débat démocratique. C'est pas un débat démocratique, c'est un débat scientifique. C'est-à-dire, est-ce que cet argument est valable ? Est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent de l'infirmer ou de le réfuter ? Voilà. Et les sciences, elles progressent relativement lentement.
mais en 6 ans, d'un rapport à l'autre, on voit vraiment, justement, l'évolution de ces connaissances. Voilà, c'était juste ce point-là. Bonsoir. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit le monsieur là-bas et la dame juste à côté. Alors, je suis tout à fait novice comme elle, je ne suis pas du tout une spécialiste du climat, mais je me sens assez concernée par ces préoccupations puisque je suis moi-même enseignante et du coup, je suis en charge de dispenser un peu la bonne parole. Et je me posais des questions, en fait. Moi, je m'intéresse assez à tout ce qui a trait au domaine de l'astrophysique. Et apparemment, effectivement, il est avéré qu'il y a un véritable réchauffement du Soleil de façon assez fulgurante. Et je m'interrogeais sur l'impact que cela pouvait éventuellement avoir sur la transformation du climat au-delà du système de l'ellipse. Donc ça, c'était une première chose, parce qu'effectivement, on n'en entend pas souvent parler. Et je m'interrogeais sur cet impact, donc, qui a quand même, selon moi, certaines conséquences. Et d'autre part, depuis le siècle dernier, et peut-être voire avant, il y a eu certaines personnes quand même qui ont fait des travaux et qui ont fait des expériences et qui ont mené des recherches sur tout ce qui est du domaine de l'énergie libre, et qui sont parvenus à créer des systèmes assez performants. Et quand on s'intéresse un petit peu à ces systèmes, on s'aperçoit que quand le travail a été terminé et présenté aux autorités ou à autres, ces gens ont eu soit leur subvention coupée, soit ont mystérieusement disparu, on ne sait pas pourquoi. Donc quand on parle ça c'est pour rebondir sur ce que disait Adam, sur ce qu'on pouvait faire à notre niveau pour essayer de trouver des alternatives à tout ce qui est le domaine de la pollution, etc. Je m'intéressais vraiment sur ces choses-là parce que je pense qu'elles sont... c'est avéré. Et du coup, pourquoi ces brevets n'ont pas été relayés par l'État, par les pouvoirs publics? Pourquoi des sommes d'argent n'ont pas été allouées à l'approfondissement de ces recherches? Pourquoi ça n'a pas été approfondi et utilisé, surtout quand certaines de ces subventions provenaient des pouvoirs publics. Donc voilà, je m'interroge par rapport à ça, sans vouloir le débat vers le bas, mais je me demandais qui tirait les ficelles un petit peu effectivement derrière tout ça. Moi, je ne peux pas répondre sur cette question de l'énergie libre parce que je ne connais pas du tout en fait les travaux auxquels vous faites allusion. Je suis désolée. Donc vraiment, je n'ai aucun élément à vous donner. Par contre, sur la relation Soleil-climat, évidemment, ça dépend de l'échelle de temps. À l'échelle de milliards d'années, on a notre Soleil qui vieillit, qui émet davantage de luminosité, et ça a joué sur l'évolution du climat, et ça continuera à le faire. Ensuite, à l'échelle de quelques milliers d'années à 100 000 ans, on a les changements de l'orbite terrestre, qui sont le moteur des changements glaciaires interglaciaires. Ensuite, à l'échelle de la dizaine d'années, le Soleil présente des cycles de 11 ans. On sort d'un minimum qui a été très prononcé, exceptionnel par rapport aux dernières décennies, puis c'est reparti vers le haut. Il y a une réflexion dans la communauté des astrophysiciens, est-ce qu'on va vers une période de Soleil peu actif, comme on a eu dans les années 1600, une période qu'on a appelée le minimum de Maunder, et quelles conséquences ça pourra avoir justement sur l'évolution du climat. Donc c'est des choses qu'on essaye de prendre en compte. Et puis l'activité du Soleil, elle présente des fluctuations un peu plus longues. Donc on sait qu'elle a un peu augmenté au début du XXe siècle, mais hormis ces cycles de 11 ans, elle a été relativement stable depuis les années 60. Et donc on travaille vraiment sur cette question-là. Le fait de le prendre en compte permet de mieux simuler l'évolution du climat à l'échelle de la dizaine d'années. Si on ne le prend pas en compte, on est moins réaliste, si vous voulez. Il reste un débat qui est important, qui n'est pas simplement la quantité d'énergie qui arrive, mais des effets indirects. Donc l'énergie solaire, en particulier le rayonnement UV, il est filtré par la haute atmosphère, la couche d'ozone. Donc il entraîne des changements des sources d'énergie de la haute atmosphère et peut-être des effets sur les vents. Et ça, c'est vraiment un sujet de recherche. Donc il y a des hypothèses basées sur des corrélations, on va dire, entre les cycles de 11 ans du Soleil, des phénomènes de mousson, des phénomènes à nos latitudes. Et puis on travaille à comprendre les mécanismes en les observant et en les mettant en équation et en les simulant. Voilà. L'énergie libre. S'il y a... On a dépassé l'heure et Valérie personnellement m'a prévenu qu'elle habitait loin. Donc je pense que s'il n'y a pas des choses irrépressibles, ou alors vraiment très bref,
Vous pouvez passer le... Oui, parce que je dois affronter le RERB pour rentrer dans l'Essonne, et alors c'est toujours un grand bonheur. Très court, je ne vais pas vous parler de l'époque Pétro, je vais parler d'un citoyen. Comment dirais-je, on a beaucoup parlé des valeurs, effectivement, pour que cette valeur concernant l'environnement, on puisse l'assimiler, qu'elle soit vraiment très présente en nous, chez les citoyens. Eh bien, il faut que, comment dirais-je, l'époque n'y est pas favorable. Comment dirais-je, les valeurs se créent, c'est Jean-François Lyotard qui dit ça, par des méta-récits. Et le méta-récit d'aujourd'hui, c'est la réussite, c'est l'argent. On sait l'argent qu'on peut faire avec le gaz de schiste. On sait qu'il y a du pétrole au Groenland. Imaginez tout cet argent qui est en puissance. Donc le méta-récit, c'est le people, c'est tapisterie, c'est tout ça. Donc je ne suis pas très optimiste sur la possibilité. Et je ne vois pas que nos gouvernements européens, je ne parle pas de la France, ni de la dernière année, prennent véritablement en compte le problème de l'environnement. Il y a une sensation de stagnation après les grandes messes qui ont été faites à Copenhague, qui ont été faites dans d'autres endroits. Il y a eu de bonnes déclarations d'intention, mais il n'y a rien. Il n'y a pas, on n'a pas. Alors on entend parler d'une planification écologique. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça donnera dans l'avenir, mais aujourd'hui on a le sentiment que le social et l'environnement ne vont pas ensemble, qu'on n'arrive pas à lier les deux. Il faut sauver le soldat Wall Street, que c'est le plus important. C'est un petit peu désolant. On est encore dans cette époque où on va être considéré, on en parlait tout à l'heure, dans un siècle ou 2 siècles, comme une génération complètement inconsciente, où on vend des droits à polluer comme on vendait des indulgences au Moyen-Âge. C'est tout. Tu peux dire un mot juste un mot sur ce point, parce que ce que vous décrivez, et qui est tout à fait réel, c'est, disons, le méta-récit dominant. Bon. Mais fort heureusement, il y a d'autres récits possibles. Il y a des récits qui ont déjà commencé. Le récit d'une transition vers des sociétés du bien vivre, il est réel. Pas plus tard que le week-end dernier, il y a eu une formidable rencontre à Cluny qui s'appelle le Festival de la Transition, où 14 réseaux, aussi bien Colibri, les Amis de la Terre, Terre de Liens, Attaque, Fidansol, la Nef, etc., se sont réunis pour dire une autre transition est possible, et elle a déjà commencé. Donc la question des récits, elle est importante aussi parce que nous avons le pouvoir de nous donner à nous-mêmes des récits qui soient porteurs de confiance dans l'avenir et dans l'humanité. Parce que quel que soit le contexte, puisqu'on est inscrit dans un cycle général, demain, les humains, de 2 choses l'une. Ou bien il n'y aura plus d'humains, mais s'il y a encore des humains, il y a une très forte probabilité, 1, que ces humains continueront à mourir, 2, qui seront conscients de leur propre mort, 3, qui continueront à s'aimer, 4, à se poser la question quel est le sens de notre vie. Et quand on se pose des problèmes en ces termes-là, on se rend bien compte que la question fondamentale n'est pas la question de la mort, paradoxalement, mais la question du gaspillage de vie. Quel que soit le temps qui me reste à vivre, la question fondamentale, c'est est-ce que je vis mon humanité debout et intensément ? Et ça, c'est une question qui est tout à fait passionnante et qui fait que, à ce moment-là, la capacité qu'a l'humanité à aller jusqu'au bout de sa condition humaine, à épouser pleinement sa condition humaine, et notamment à être des êtres de conscience qui se posent la question de savoir comment ils vivent en sachant qu'ils vont mourir, et qui considèrent que les autres, au lieu d'être des rivaux et des compétiteurs permanents et menaçants, sont des compagnons de route en humanité, ça c'est un autre récit qui a déjà commencé à se développer dans la société civile mondiale, et qui fait que nous ne sommes pas condamnés à attendre que le méta-récit dominant produise tous ces effets mortifères. Parce que ce qu'il y a dans le méta-récit dominant, c'est qu'à terme, il n'y a pas d'avenir possible. Alors, tant qu'à faire, choisissons un autre avenir dans lequel il fasse bon vivre la condition humaine. Et peut-être l'espoir que les nouvelles technologies, elles permettent aussi une forme d'intelligence collective avec ces réseaux sociaux, dont on voit quelques balbutiements, mais qui sont un outil formidable
pour justement favoriser cette coopération, je pense. Ben oui. Voilà. Ouais, je suis très contente de Et la prospérité, c'est se tourner vers l'espoir. Spes en latin, c'est l'espoir. La prospérité, c'est se tourner vers l'espoir, c'est pas l'acquisition matérielle.